monétaire. La politique monétaire, petit rappel, petite définition, c'est l'ensemble des politiques économiques fondées sur la variation de la masse monétaire en circulation. Je répète, la politique monétaire désigne l'ensemble des politiques économiques fondées sur la variation de la masse monétaire en circulation. Alors, vous l'aurez remarqué, les définitions de la politique budgétaire et de la politique monétaire sont assez proches. C'est normal. D'un côté, on voit bien que ce sont tous les deux des politiques économiques, et on pourrait préciser d'ailleurs des politiques économiques conjoncturelles. Mais elles ne sont pas fondées sur le même outil, sur les mêmes choses. Du côté de la politique budgétaire, on trouve naturellement la variation du budget public, et du côté de la politique monétaire, la variation de la masse monétaire en circulation. La question qui se pose maintenant, c'est comment faire varier la masse monétaire en circulation. Comment augmenter ou réduire la quantité de monnaie qui circule dans l'économie. Alors on pourrait se dire, en se fondant sur ce que j'ai dit juste avant, que quand l'État et les administrations publiques de façon générale décident d'augmenter les dépenses publiques, elles injectent de l'argent dans l'économie, donc elles créent de la monnaie. Et à l'inverse, quand on décide d'augmenter les prélèvements obligatoires, de prélever de l'argent dans l'économie pour freiner l'activité économique, on va détruire de la monnaie et réduire la quantité de monnaie en circulation. En réalité, ça ne fonctionne pas exactement comme ça. Ce n'est pas l'État qui détient le pouvoir de créer ou de détruire même de la monnaie. Pour bien comprendre cette question de la création monétaire, je vous réfère au chapitre de première sur la question de la monnaie. En l'occurrence, petit rappel, ce sont les banques qui ont le pouvoir de création monétaire. Et pas simplement la Banque centrale, la Banque des banques, mais l'ensemble des banques, notamment les banques commerciales comme la Caisse d'épargne, le Crédit Agricole, etc. En effet, quand une banque prête de l'argent à quelqu'un, que ce soit un ménage ou une entreprise, la somme qu'elle prête ne va pas forcément correspondre directement à une somme qui est disponible sur le compte de ses clientes et de ses clients. Une banque peut notamment prêter plus d'argent qu'elle n'en a de disponible sur les comptes de ses clientes et de ses clients. Et elle peut prêter plus d'argent parce que justement, elle va créer de la monnaie. Elle va créer de la monnaie à travers ces crédits qu'elle accorde. Et on considère que quand une banque accorde un crédit, elle crée de la monnaie, qu'à l'inverse, quand ce crédit est remboursé, c'est de la monnaie qui est détruite. Cependant, ce mécanisme de création monétaire n'est pas illimité. Et heureusement, car on ne pourrait pas avoir les banques qui prêtent de l'argent de façon illimitée, car cela ne ferait que déstabiliser l'activité économique. En réalité, la création monétaire de la part des banques commerciales repose notamment sur la quantité de monnaie banque centrale dont elles disposent. Et cette monnaie banque centrale est créée, vous l'aurez compris, par la banque centrale. Et elle est prêtée aux banques commerciales à un certain taux. Et c'est donc justement en changeant ce qu'on appelle les taux directeurs, c'est-à-dire les taux auxquels les banques commerciales empruntent de la monnaie à la banque centrale, que l'on peut faire varier la masse monétaire en circulation. Supposons par exemple que la Banque centrale décide de baisser ses taux d'intérêt directeurs. Cela signifie que les banques commerciales peuvent emprunter pour moins cher de la monnaie auprès de la Banque centrale. Cette baisse des taux d'intérêt directeurs peut être répercutée directement par les banques commerciales qui vont baisser elles-mêmes les taux d'intérêt qu'elles pratiquent envers leurs clientes et clients. On va donc avoir une augmentation des crédits. Et qui dit augmentation du crédit dit augmentation de la création monétaire, augmentation de la masse monétaire en circulation. Donc on a là directement plus d'argent qui circule dans l'économie et de l'argent qui vient de nulle part parce qu'il vient d'être créé par les banques. Donc augmentation de la demande, de la production, de l'activité économique, etc. A l'inverse, si vous avez besoin de ralentir l'activité économique, la Banque centrale va augmenter ses taux d'intérêt directeurs, ce qui va rendre plus compliqué les possibilités de financement pour les différents acteurs économiques et donc ralentir l'activité économique. Cela peut notamment avoir pour but de freiner l'inflation. En effet, si on considère que la baisse des taux d'intérêt directeurs peut relancer l'activité économique et donc être source, de façon en tout cas conjoncturelle, de croissance économique, cela peut aussi déboucher sur l'inflation, c'est-à-dire l'augmentation généralisée et durable des prix.
En effet, quand il y a plus de monnaie en circulation dans l'économie, quand par exemple les ménages disposent de plus d'argent. Les entreprises peuvent augmenter leurs prix car elles savent que dans une certaine mesure, les ménages seront prêts à accepter une augmentation des prix, seront prêts à payer plus cher pour la même quantité de biens et de services. Cette augmentation des prix peut aussi provoquer une augmentation des salaires, car les travailleuses et travailleurs vont demander une augmentation de leur salaire pour justement faire face aux prix plus importants. Or, l'augmentation des salaires va correspondre à une augmentation des coûts de production pour les entreprises, qui vont devoir du coup compenser cette augmentation des coûts en augmentant leurs prix. Et donc là, on a ce mécanisme d'inflation et d'augmentation généralisée et durable des prix. Donc en gros, la Banque centrale, lorsqu'elle décide de faire varier son taux d'intérêt directeur, doit faire attention à l'arbitrage qu'elle fait entre soit je soutiens la croissance au risque de l'inflation et de l'instabilité des prix, soit je cherche à maîtriser les prix, à garder des prix assez stables qui n'augmentent pas au risque, au détriment de l'activité économique. Cette manipulation des taux d'intérêt directeur par la Banque centrale, ça correspond à ce qu'on appelle la politique monétaire conventionnelle. En gros, la politique monétaire traditionnelle, celle qu'on a l'habitude d'utiliser et celle qui constitue le modèle de référence. Cependant, on s'est rendu compte lors de la crise économique provoquée par la crise des subprimes, qu'on appelle généralement la grande récession, que ces politiques monétaires pouvaient être limitées. Même quand vous aviez le taux d'intérêt directeur quasiment nul, proche de zéro, voire quand vous preniez en compte l'inflation, même qui était assez faible, mais quand même des taux d'intérêt directeur négatifs, on n'a pas d'effet très marqué sur l'activité économique. Pourquoi? Parce que, en l'occurrence, cette manipulation des taux d'intérêt directeur, elle doit être reliée par les banques commerciales. Et les banques commerciales, elles vont elles-mêmes dépendre de la demande de crédit par les entreprises. En gros, quand vous avez des taux d'intérêt directeurs très faibles, ça va être plus facile pour les banques commerciales de prêter de l'argent. Mais encore faut-il que quelqu'un demande à ce qu'on prête de l'argent. Et ce n'est pas parce que vous dites je vous donne de l'argent gratuitement, je viens de créer de la monnaie, c'est gratuit, je vous distribue, etc., que forcément il va y avoir quelqu'un de l'autre côté pour vous dire ah bah oui, moi en effet j'ai besoin de monnaie, je voudrais cette demande. D'où le fait que la baisse des taux d'intérêt directeur ne provoque pas forcément une augmentation des crédits et donc de l'activité économique. Ce que les banques centrales ont ensuite cherché à faire pour justement avoir quand même un effet sur l'activité économique en dehors de cette politique monétaire conventionnelle, c'est de développer des outils du coup non conventionnels. Des outils qui sortent un peu des sentiers battus pour briser certaines normes et avoir un impact puisque les outils qu'on a l'habitude d'utiliser ne fonctionnaient pas. Parmi la politique monétaire non conventionnelle, on trouve d'abord ce qu'on appelle le forward guidance. Il s'agit en gros pour la Banque centrale d'annoncer qu'elle va maintenir ses taux d'intérêt directeurs à un niveau assez faible pendant un moment et de dire ne vous inquiétez pas, vous pouvez emprunter, vous pouvez vous endetter, vous n'allez pas avoir une mauvaise surprise avec une remontée des taux d'intérêt parce que nous, on va faire en sorte que les taux d'intérêt restent à un niveau assez bas pendant un moment. Ensuite, si l'absence d'effet sur l'économie, notamment il n'y a pas d'augmentation des crédits parce que les banques commerciales ont déjà accordé trop de crédits et notamment ont accordé des crédits qui sont peu fiables, voire considérés comme justement dangereux, toxiques, la Banque centrale peut racheter une partie de ces crédits. C'est ce qu'on appelle de façon générale de l'assouplissement quantitatif. Et quand c'est ciblé particulièrement envers des crédits toxiques et qu'elle va donc échanger contre des crédits plus sûrs, c'est ce qu'on appelle de l'assouplissement qualitatif. Donc, quantitative easing, assouplissement quantitatif quand il s'agit de racheter des crédits, des titres financiers aux banques commerciales sans faire attention à la qualité de ces crédits, et assouplissement qualitative, qualitative easing, quand il s'agit de remplacer les titres peu fiables, toxiques des banques commerciales par des titres plus fiables possédés par les banques centrales. Et autre possibilité encore,
tout ça, ce sont les différents outils qui ont été mis en place dans le cadre de la grande récession entre 2008 et 2018. Mais dans le contexte de la crise économique provoquée par la crise sanitaire, il y a eu des débats sur la question de ce qu'on appelle l'hélicoptère à monnaie, où il s'agit en gros pour les banques centrales de directement prêter de l'argent aux acteurs économiques, notamment aux administrations publiques, sans passer par l'intermédiaire des banques commerciales. On vient de présenter ou de rappeler le fonctionnement de la politique budgétaire et de la politique monétaire de façon générale. Ce qu'on vient de dire finalement peut aussi bien s'appliquer aux États-Unis, au Japon qu'à l'Union européenne. Cependant, évidemment, dans le cadre d'un chapitre sur l'Union européenne, il s'agit de s'intéresser aux particularités de ces politiques dans le contexte européen et notamment dans le contexte de la zone euro. Il faut déjà signaler qu'il y a deux niveaux de décision dans le contexte européen. Un niveau de décision supranational, communautaire, européen en gros, et un niveau de décision nationale. À ces deux niveaux de décision existent différentes institutions qui ont plus ou moins de pouvoir. Par exemple, dans le cas de la politique budgétaire, vous avez le Conseil ECOFIN, qui est en gros le Conseil, la réunion des ministres de l'économie et des finances des États membres de l'Union européenne. Et à l'intérieur de ce Conseil ECOFIN, on peut distinguer un plus petit groupe qui est ce qu'on appelle l'Eurogroupe, c'est-à-dire la même chose, la réunion des ministres de l'économie et des finances, mais cette fois-ci seulement pour les États membres de la zone euro, afin de coordonner leurs politiques économiques, afin de faire en sorte que ces politiques fonctionnent correctement ensemble. Mais globalement, les politiques budgétaires sont décidées par les gouvernements nationaux qui peuvent globalement appliquer la politique qu'ils souhaitent simplement en se coordonnant tant que possible avec les autres États membres. L'objectif de la politique budgétaire est notamment de favoriser la croissance économique et de lutter contre le chômage. Du côté ensuite de la politique monétaire. Pour les États membres de l'Union européenne mais qui ne sont pas membres de la zone euro, la situation ne change pas beaucoup. Vous avez le système européen des banques centrales qui réunit en gros la Banque centrale européenne et l'ensemble des banques centrales des différents États membres de l'Union européenne afin de coordonner les politiques monétaires. Par contre, c'est pour les États membres de la zone euro que là la situation change plus fortement, plus radicalement. En effet, c'est l'eurosystème et plus précisément la Banque centrale européenne qui va décider de la politique monétaire pour l'ensemble des États membres. En effet, puisque vous avez dans ces États membres de la zone euro une seule monnaie, l'euro, vous avez logiquement une seule politique monétaire et aussi, on pourra ajouter, petite parenthèse, une seule politique de change, c'est-à-dire tout ce qui concerne la valeur de la monnaie, en l'occurrence de l'euro, par rapport aux monnaies étrangères en termes de appréciation ou de dévaluation pour encourager par exemple les exportations. Dans ce contexte, les banques centrales nationales ne font surtout que mettre en œuvre la politique qui a été décidée par l'eurosystème et notamment par la Banque centrale européenne. C'est pourquoi on considère que la politique monétaire est plus utile pour lutter contre des chocs symétriques, c'est-à-dire où tous les États membres sont touchés à peu près de la même façon. Des crises où tout le monde est touché, dans ce cas, vous pouvez essayer d'aider tout le monde. Par contre, si vous avez ce qu'on appelle des chocs asymétriques, où seulement certains États sont touchés, dans ce cas, la politique monétaire ne sera pas utile, ne sera pas en tout cas bien adaptée, parce qu'elle pourra aider ces États, mais cela pénalisera les États qui ne sont pas touchés. Il faut mieux, dans ce contexte, utiliser la politique budgétaire mise en place par les différents gouvernements nationaux. De façon générale, on considère que la croissance ne doit pas être l'objectif prioritaire de la politique monétaire et qu'elle celle-ci doit se concentrer sur la lutte contre l'inflation et la stabilité des prix. Alors, c'est décalage entre la politique monétaire qui donc doit lutter contre l'inflation et la politique budgétaire qui doit soutenir la croissance, entre des chocs symétriques et des chocs asymétriques, des politiques nationales et une politique monétaire commune, cela peut notamment provoquer un certain nombre de problèmes.
et un certain nombre de débats sur l'organisation des politiques conjoncturelles dans le contexte de l'Union européenne et notamment dans le contexte de la zone euro. On ne va pas évoquer ces débats maintenant car on approfondira ça dans la vidéo suivante. En attendant, je vous souhaite donc une bonne journée.